Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Migeot, je suis membre de la classe Technologie et Société de l'Académie royale de Belgique. J'ai consacré toute ma carrière à la modélisation mathématique, notamment dans le domaine de la dynamique des structures et de l'acoustique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un type de modélisation tout à fait différente puisqu'il s'agit de modéliser la dynamique des épidémies. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, je suis ingénieur. J'espère toutefois que ce que je vais pouvoir vous apprendre éclairera un petit peu, comme ça a été le cas pour moi, ce qui se passe en ce moment. En tout état de cause, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Commençons cet exposé, commençons en disant ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un cours d'épidémiologie, je l'ai dit, je ne suis pas épidémiologiste. Ce n'est pas un exposé mathématique, même si je vous montrerai une formule à un moment donné, on ne se change pas juste pour le plaisir des yeux. Ce n'est pas une conférence spécifique sur l'épidémie que nous traversons, c'est un ensemble d'outils, je dirais, de réflexion tout à fait généraux, et bien entendu, je ne me permettrai pas de faire des prédictions, des prévisions à court, moyen et long terme. Alors, qu'est-ce que c'est cette capsule? Eh bien, c'est une tentative de présentation rapide, simple, d'un modèle épidémiologique parmi les nombreux qui existent, qui devrait vous permettre de mieux comprendre les enjeux que nous traversons. Le modèle sur lequel je vais m'appesantir est le modèle le plus simple de sa catégorie, qu'on appelle le modèle SIR, où les trois lettres SIR représentent trois compartiments, trois groupes de la population. Le groupe S représente les personnes saines, qu'on appelle les personnes susceptibles d'être infectées. Leur effectif dépend du temps, c'est donc une fonction S de t. Les personnes infectées ou infectieuses constituent le deuxième compartiment, I de t, et les personnes résistantes, le compartiment R de t. La population est supposée constante dans ce modèle, elle est donc la somme des effectifs des sains, des infectés et des résistants. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment un individu passe du compartiment S au compartiment I et du compartiment I au compartiment R. Ces modèles à compartiments, il en existe plusieurs variétés. Ici, nous avons un modèle à 3 compartiments, mais il existe des modèles à 4, 5, 6, 7 compartiments et on peut les multiplier. Alors, commençons par voir comment un individu susceptible devient infecté. Donc, chaque jour, une partie de la population devient infectée par contact avec des personnes infectieuses et la taille de ce contingent est le produit de 4 quantités. Un intervalle de temps, alors ceux qui connaissent les mathématiques sauront que c'est un intervalle de temps infinitésimal, mais peu importe. Le nombre de personnes susceptibles, évidemment le nombre de personnes qui deviennent infectées est proportionnel au nombre total de personnes susceptibles. C'est également proportionnel à la part de la population qui est déjà infectieuse. Quand une large part de la population est déjà capable d'en infecter d'autres, eh bien ceux qui restent sont infectés plus rapidement. Et le coefficient de proportionnalité est un coefficient qu'on désigne par la lettre grecque bêta et qui dépend d'une multitude de choses. Il va dépendre du virus lui-même, est-ce qu'il se propage dans l'air, dans l'eau, par les relations sexuelles, par d'autres mécanismes, par le sang. Est-ce qu'il est particulièrement virulent? Est-ce qu'il dure longtemps? Est-ce qu'il survit longtemps hors de son milieu privilégié? Voilà des informations qui sont propres au pathogène lui-même. La deuxième tient à la nature de nos relations sociales. Est-ce que c'est un simple signe de tête, une poignée de main ou une embrassade franche? Et puis à des mesures qui sont prises, par exemple pour nous confiner à la maison ou en nous proposant de porter un masque. Donc ce coefficient bêta, qui va être très très important, en réalité on voit qu'il dépend d'un nombre important de choses. Alors bêta contrôle la manière dont on passe de susceptible à infectieux. Un autre coefficient, gamma, détermine la manière ou dans quelle proportion des individus infectés rejoignent le contingent des personnes résistantes. Et en fait, gamma est simplement l'inverse du temps moyen pendant laquelle une personne est infectieuse. Quand on entend beaucoup parler, moi j'ai parlé de bêta et de gamma, en fait le rapport des deux valeurs, bêta et gamma, définit un autre facteur dont on parle beaucoup dans les médias, qui est le taux de reproduction de base R0. R0 est donc le rapport de bêta et de gamma, c'est-à-dire le produit de bêta par 1 sur gamma.
Et comme je l'ai dit, bêta, c'est le nombre moyen de susceptibles qu'un infectieux peut infecter en un jour. Et 1 sur gamma est le nombre moyen de jours pendant lequel il est infectieux. Et donc vous voyez que R0 est bien le nombre moyen de nouveaux cas que peut produire chaque personne infectée tout au long de sa maladie. Alors ces différents paramètres permettent de définir une équation qui régule la population de chacun des compartiments. Je vous le montre pour le plaisir, mais on ne s'y arrêtera pas. Par contre, il est facile de résoudre ces équations si on dispose des outils requis. Et la solution est simplement une courbe, un ensemble de 3 courbes qui donnent, en fonction du temps, l'évolution du nombre de personnes susceptibles, c'est la courbe bleue, du nombre de personnes résistantes, c'est la courbe verte, et du nombre de personnes infectées, c'est la courbe rouge. La courbe rouge est celle qui nous intéresse le plus. Vous voyez qu'elle est caractérisée par une croissance initiale, puisqu'on appelle un point d'inflexion, un pic épidémique qui précède le début de la décroissance. Vous voyez aussi en fin d'épidémie que dans un certain nombre de cas et sous certaines conditions, l'épidémie s'arrête alors que la totalité de la population n'est pas encore devenue immunisée. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Alors pourquoi est-il si important de réduire R0 et pourquoi est-ce par nos comportements que nous pouvons réduire ce coefficient R0? D'abord, pourquoi le réduire? Je vous montre 3 simulations faites avec 3 valeurs de R0, la valeur 8, la valeur 4 et la valeur 2. Et vous voyez que baisser R0, ça a 3 effets. D'abord, le nombre de personnes infectées au pic de l'épidémie diminue. Ensuite, la durée de l'épidémie augmente. Et puis, parce qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et ensuite, l'immunité de groupe survient à un taux de résistance plus faible. Je vous remontre les courbes. Vous voyez qu'à R0 égale 8, on a une situation qui est caractérisée par une épidémie très courte, mais avec un pic épidémique extrêmement élevé. Si la maladie est peu dangereuse, une grippe, eh bien, c'est pas grave, on peut vivre ce genre d'épidémie. Au contraire, c'est avantageux, elle est rapidement terminée, et les gens malades restent chez eux, dorment, prennent un médicament, et tout va bien. Par contre, si vous avez une épidémie où une part au moins de la population a des conséquences, des symptômes graves et doit être hospitalisée, eh bien, vous voyez qu'avec ce type d'épidémie, on a une fraction de la population énorme qui est infectée et on a une saturation totale de nos systèmes de santé avec des conditions sanitaires et humanitaires dramatiques. Quand je baisse le R0, j'allonge progressivement l'épidémie, mais je réduis la hauteur du pic. Donc, agir sur R0, c'est fondamental et nous agissons sur R0 au travers éventuellement de gamma si on dispose d'un traitement, mais si on n'en a pas, gamma est quelque chose qui ne change pas. Mais on peut jouer sur bêta, et on a vu tout à l'heure que bêta dépend notamment des mesures de confinement et de distanciation. Et donc pour le confinement et la distanciation sont nos seuls moyens d'éviter la catastrophe d'un pic infectieux que notre système de santé serait incapable d'absorber. Alors on parle beaucoup pour l'instant du caractère définitif ou temporaire de l'immunité. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, si l'immunité n'est pas définitive, il y a à tout moment une part de la population, de l'effectif résistant, qui redevient susceptible. Et donc l'épidémie fonctionne en boucle. Eh bien, ce paramètre est extrêmement important et vous voyez ici sur ces simulations, une simulation d'abord en trait continu qui est faite avec l'hypothèse que l'immunité dure à peu près 1 an en moyenne sur la population. Et vous voyez que l'effet de produire une courbe qui n'a pas un seul pic épidémique, mais vous en voyez un deuxième, et puis vous en voyez même un troisième qui se profile. Et puis la courbe en trait pointillé est un cas encore plus grave, où on a une immunité très courte, de 90 jours, et vous voyez que dans ce cas-là, on a une situation endémique, et en permanence, une fraction de la population est infectée par le pathogène. Alors, vous trouvez sans doute que c'est déjà bien compliqué, que ce n'est pas simple en tout cas, ça va devenir encore plus compliqué, mais rassurez-vous, l'exposé est bientôt terminé. Je voudrais juste vous montrer que les modèles CIR, c'est la toute première étape. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle les modèles SER, où on rajoute un compartiment. C'est le compartiment des personnes exposées qui sont infectées par le virus
mais pas encore infectieuses, et donc ces modèles permettent de représenter le phénomène de l'incubation. Alors, ce type de modèle permet de réfléchir, par exemple, à l'utilité d'un vaccin. Quel est l'effet du vaccin? Eh bien, si on vaccine les personnes saines, on les fait en fait passer directement au compartiment des personnes résistantes, sans passer par le stade infectieux, ce qui est évidemment avantageux. Et dans certaines conditions, on peut aussi vacciner les personnes qui sont exposées, qui n'ont pas encore développé de symptômes et qui ne sont pas encore infectieuses, et donc elles aussi court-circuitent la phase d'infection. Mais malheureusement, pour le Covid-19, nous n'avons pas encore de vaccin. Et puis dernière chose, mais je ne vais pas m'appesantir dessus, on peut complexifier les modèles à volonté, par exemple prendre en compte de manière plus détaillée les influx de personnes dans la population par naissance et par migration, et les flux sortants, malheureusement par migration ou par décès. J'ai voulu vous montrer que les modèles à compartiments sont des modèles utiles pour comprendre, pour analyser, pour anticiper la dynamique d'une épidémie et pour planifier la réponse qu'on peut lui apporter. Mais ces modèles s'appuient sur un grand nombre de coefficients. On a vu bêta, gamma, R0, sigma, xi, delta, toute une série de coefficients qui regroupent des réalités assez complexes et qui ne sont en général pas connus, certainement pas quand on aborde un nouvel agent pathogène comme c'est le cas actuellement. Il faut aussi être conscient qu'une partie d'entre elles dépendent des politiques mises en place et donc varient au cours du temps et dépendent également de la manière dont elles sont suivies, ce qui ajoute une incertitude. Et par définition, ces coefficients, gamma en particulier, ne peuvent anticiper aujourd'hui les traitements qui seront peut-être disponibles demain. C'est la palissade. Voilà, j'espère que ces quelques éléments d'information vous ont intéressé et je vous remercie de votre attention.